je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Benjamin Brizard. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de votre invitation. Benjamin Brizard, entrepreneur passionné d'histoire et de géopolitique. Vous publiez cet ouvrage aux éditions Baudelaire, Le fort intérieur de la droite, mis à nu par la droite, et le titre principal dans le placard. Donc justement, vous dites qu'au fond, la gauche n'a que le pouvoir que la droite lui accorde. Alors, est-ce qu'avec les résultats des élections européennes et une éventuelle union des droites en vue des législatives, on n'assiste pas quelque part à une forme de renversement ? C'est ce qu'il va falloir maintenant prouver. Est-ce que la droite va oser s'assumer ? Elle devrait, elle ne l'a pas souvent fait. Donc, tous les observateurs aujourd'hui ont un regard assez optimiste, peut-être un peu trop des fois, de se dire le moment est venu, est-ce qu'ils vont jouer les cartes correctement ? On a vu que Éric Ciotti, le président des LR, avait accepté l'idée d'une alliance avec le Rassemblement national. C'est une belle vengeance sur l'histoire depuis 30 ans que le cordon sanitaire a été imposé. Mais il faut aussi regarder la possibilité d'un piège. Est-ce qu'une victoire du RN n'amènerait pas le président à tendre un piège à Jordan Bardella en le nommant Premier ministre, puisque aucun Premier ministre depuis Pompidou n'a jamais accédé à la présidence? Ce serait un coup qu'il va falloir jouer avec finesse. Vous dites en général que il n'y a personne à droite pour regagner le terrain cédé à la gauche. Est-ce que Jordan Bardella est en position de le faire selon vous aujourd'hui ? Il est en position d'essayer en tout cas, puisque le système n'est pas fait pour lui permettre. On est aujourd'hui dans un gouvernement des juges, dans un gouvernement du Conseil d'État. Donc est-ce que son arrivée au pouvoir changera les cartes ? On ne sait pas. Il est en position d'essayer en tout cas. C'est le moment de prouver aux électeurs qu'il a réussi à convaincre, qu'ils ne se sont pas trompés. Vous dénoncez une forme de soumission de la droite à l'égard de la gauche. Comment vous l'expliquez cela ? La droite a toujours été réactive dès sa création. La gauche a toujours été proactive. Donc la droite cherchait toujours à réagir à la gauche. Mais la gauche avait la capacité de toujours avoir, en étant proactive, la gauche avait la capacité de s'accorder le beau rôle dans tous les débats. La gauche n'en a jamais rien eu à faire. La gauche n'a jamais voulu le bien du tiers-État. La gauche n'a jamais voulu le bien de la classe ouvrière. Mais quand ils le disent en premier, ils s'accaparent un sujet et la droite n'a jamais osé dénoncer la fallacie. Donc on se trouve dans cette situation où ils s'excusent d'exister en permanence et ils tentent des compromis, mais autant un compromis c'est toujours acceptable, autant les compromis s'accumulent et on se rend bien compte que jamais on ne revient à une position qui est acceptable. On va juste toujours plus lentement dans l'inacceptable, mais nous y allons lentement mais sûrement. Et vous voyez aussi, vous constatez que la droite, depuis une trentaine d'années, ne cesse de se décaler vers le centre. Beaucoup ont dit parmi les observateurs politiques que finalement le mouvement d'Éric Zemmour, ce n'était que le RPR des années 80-90. Et c'est un élément qui est factuel, qui est vérifiable. Et le RPR de ces années-là, n'était-ce pas en fait le PS de quelques années d'avant ? Est-ce que LR est même un parti de droite ? C'est une question qui est tout à fait raisonnable aujourd'hui de se poser. Qu'est-ce que la droite ? Aujourd'hui, la guerre froide est finie. Il y a les patriotes, non pas le parti, mais les personnes qui se définissent comme ayant un amour de leur patrie, et ceux qui sont contre cet amour de la patrie. C'est la façon dont les cartes ont été redistribuées. Donc, il faut agir en fonction et il faut reconnaître que la droite
ne réussit pas vraiment à assumer sa position, puisque la gauche a bien positionné ses cartes depuis des années pour s'assurer que ce soit extrêmement difficile de le faire. Et vous dites aussi dans votre ouvrage que, au fond, la droite vit dans le monde réel, tandis que la gauche est dans un espèce de monde imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cela ? Je pense que le meilleur exemple, alors vous me direz que c'est peut-être le plus extrême, mais c'est celui d'actualité, c'est le wokisme à l'heure actuelle, où, dorénavant, au milieu de cette émission, je peux décréter que je suis une femme, une baleine, un plateau télévision, une caméra, un hélicoptère. Et à partir de cette fallacie, de ce faux postulat de départ, je peux rajouter des strates de narrative de plus en plus insensées. C'est un géant au pied d'argile. Mais pour une raison ou pour une autre, cette narrative est largement acceptée. Parce que si vous ne l'acceptez pas, vous êtes coupable de tous les crimes contre l'humanité. C'est la façon dont la gauche agit depuis des années. Elle est beaucoup plus grossière en ce moment. C'est pour cela qu'elle perd ses cartes. C'est qu'elle joue moins finement qu'auparavant. Mais c'est toujours la même stratégie employée depuis que la gauche est la gauche. Vous expliquez que l'idéologie de la gauche moderne, de la gauche contemporaine, au fond, elle s'élabore à Davos, donc cette ville en Suisse où se tient le Forum économique mondial de Klaus Schwab. On voit tous les chefs d'État et de gouvernement s'y presser, c'est tous les ans. Qu'est-ce que cela révèle de cette gauche ? Cela montre que la gauche enlève son masque. On n'aurait jamais cru dire dans les années 80, la gauche, ce sont des milliardaires qui vont en Suisse. Ils n'auraient pas joué aussi ouvertement. On voit bien que, de la manière la plus évidente qui soit, la façon dont Biden, démocrate, est reçu, la façon dont Trump, républicain, était reçu. C'est pas du tout la même façon de faire. Il y a cette gauche moderne qui s'oppose, donc, comme je le disais précédemment, au patriotisme libéral, mondialiste, qui établit un plan de route qui veut défaire les frontières. On en parle actuellement en Europe d'en faire un État. La France est en train de mettre à disposition de l'Union européenne son armée, son porte-avions. Tout ça, ça montre vraiment ce développement du stalinisme le plus évident, qui était le communisme pour tous. Le terme a peut-être changé, mais un gouvernement central pour tous reste l'idéologie principale de cette nouvelle gauche. Mais on avait vu aussi le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, recevoir une médaille de la part du Parti communiste chinois. Je crois que c'était même des mains du président chinois Xi Jinping. La Chine n'est plus à l'heure actuelle véritablement un pays communiste, mais je l'ai perçu moi comme un mouvement de rapprochement pour calmer les esprits, parce que la Chine n'a aucunement l'intention de se soumettre à Davos. La Chine, tout comme la Russie, a l'intention de faire un cavalier seul sans pour autant être ennemi de qui que ce soit. Donc, cette façon de faire très chinoise, c'est la politique du cadeau. C'est comme ça que fonctionnent les relations de la Chine avec l'étranger. C'est ce qu'on appelait jusqu'à présent la politique du panda, où il donnait des pandas aux pays avec lesquels il voulait avoir des relations amicales. C'est de donner un cadeau à quelqu'un en forme de respect et d'amitié. Mais c'est un égal. Ce n'est pas de la soumission. Pour moi, ça a été la marque d'un échec de Davos qui voulait imposer son idéologie à la Chine, notamment avec les tentatives des Américains de détruire le gouvernement de Hong Kong. Ils n'ont pas réussi et la Chine envoie quand même un message d'amitié alors qu'ils reçoivent en permanence des messages d'inimitié. Sur l'union des droites qu'on évoquait tout à l'heure, on a toujours entendu la plupart des représentants de la droite dite parlementaire exprimer un certain dégoût à l'égard de cette droite dite nationale. On a encore entendu
Xavier Bertrand nous dire jamais d'alliance avec l'extrême droite, avec le Front National, avec Marine Le Pen. Justement, comment vous expliquez l'explosion de ce que vous disiez tout à l'heure, du cordon sanitaire? Je pense qu'il faut remonter aux origines du cordon sanitaire. C'est une invention fabriquée de toutes pièces par le Parti socialiste en accusant Jean-Marie Le Pen d'avoir été profané lui-même de ses mains des tombes dans des cimetières juifs, ce qui n'a jamais été prouvé, ce qui n'a jamais... Mais la narrative est restée. Ce à quoi le président du RPR de l'époque avait trouvé ça bien intéressant parce qu'il avait une excuse pour ne pas soumettre le RPR au FN et ainsi garder la présidence de la droite. Séparer la droite de l'extrême droite pouvait créer un nouveau clivage. Et la stratégie du RPR de l'époque, c'était plutôt perdre que de laisser quelqu'un d'autre gouverner, même à droite. Donc ils ont laissé les coudées franches à François Mitterrand plutôt que eux devoir laisser les coudées franches à quelqu'un à droite. Aujourd'hui, les cartes ont été rebattues. On ne va pas se mentir que les scores du PS et de LR sont les plus grosses surprises de cette élection. Et ils savent qu'ils ne les doivent qu'à la grande déception des personnes qui avaient voté Macron à l'époque. Ce sont des macronistes qui sont revenus à leurs premières amours. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils savent que quelqu'un fait 2 fois leur score et que s'ils se rapprochent du RN, ils peuvent dorénavant espérer, puisqu'ils ne gouvernent plus la droite, ils peuvent en tout cas se rapprocher à nouveau d'une position de pouvoir pour avoir du poids au sein de la droite. C'est un inversement des rapports de force au sein du bloc de droite. Ils essayent de maintenir, sauver les apparences, quoi. Oui. Et de sauver leur place. Tout à fait. Sur la liberté d'expression, vous dites qu'aujourd'hui, une remarque un peu lourde entre amis est quasiment susceptible de devenir un crime contre l'humanité si cette même remarque est prononcée sur un plateau de télé. Comment vous expliquez ce décalage entre le monde réel et le monde virtuel médiatique? La soumission de la plupart des médias à la gauche les a amenés à en adopter les codes. Les codes sont devenus des dogmes. Aujourd'hui, l'évolution du langage ayant ce qu'elle était, les mots n'ont plus le même sens. Mais les dogmes de la gauche ne tolèrent pas ces évolutions. Toutes les occasions sont bonnes pour accuser quelqu'un de quelque chose. Faire des procès publics, c'est la seule façon... En racisme, en sexisme, etc. C'est nécessaire pour garder l'illusion et garder le contrôle. Les gens ont peur. Ils ont peur de la façon de parler, donc ils ont peur de leur façon de penser. Donc ça assure un pouvoir. Cette façon de faire, elle ne peut fonctionner que lorsqu'elle est rappelée constamment aux gens. Donc les médias ne sont pas dupes. Derrière les portes fermées, ce sont des humains. Ils ont des discussions entre eux. Lors des élections la première élection de Donald Trump, il y avait une grosse pseudo-polémique où il disait à un de ses amis derrière les portes fermées « I'm gonna grab her by the pussy ». Et la gauche a sauté au plafond parce que dans une discussion privée, une remarque « Oh, c'est sexiste !» Et il a fallu que Floyd Mayweather vienne à la rescousse, grand boxeur noir américain, pour dire « Non, mais c'est du locker room talk ». C'est comme ça que parlent les hommes derrière les portes fermées. Vous pouvez pas faire... Mais la gauche n'en avait rien à faire. Il faut faire un procès à toute personne qui n'est pas nous. C'est la politique de la gauche. Vous devez avoir peur. Si vous avez peur, vous vous soumettrez. Si vous vous soumettrez, on a gagné. Et vous avez été confronté dans votre cercle d'amis à ces personnes qui ont fait du conformisme un peu leur credo par faiblesse intellectuelle ou pour être du bon côté de l'histoire, celui des vainqueurs. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces amis? À quel moment ça a bifurqué, quoi? Il y a deux grandes tendances. Certains ont glissé, j'appelle ça, de manière parfaitement inconsciente. C'est-à-dire qu'à force de baigner dans un certain bain, c'est comme avec les accents. Quand vous avez l'accent de votre petit village, vous allez à Paris, en 6 mois, vous n'avez plus d'accent, par mimétisme de votre environnement. On dit très justement que vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc c'est ce qui s'est passé. Sans se rendre compte, en regardant les médias, en écoutant les personnes parler, en travaillant dans des cercles parisiens qui, par
en grande généralité, sont très libéraux, très progressistes, ils vont finir par en adopter les codes, même pas forcément intrinsèquement, mais dans leur vocabulaire, dans leur approche. C'est la version la plus pernicieuse, parce que, entre guillemets, c'est pas de leur faute. Ils sont contaminés. C'est la castration psychologique, dites-vous, pour paraître fréquentable. Voilà. Et là, on arrive sur le deuxième cas de figure de certains qui choisissent de se castrer psychologiquement et de rentrer dans des cercles fréquentables. Ah bah oui, mais si je veux rentrer au Lions Club, si je veux être au Rotary, si je veux être au MEDEF, il faut que je présente bien, il faut que je commence à en adopter les codes. Ce sont des institutions dites de droite, mais dans lesquelles il est important de paraître de gauche, parce que c'est la seule façon d'être fréquentable. Donc ces personnes vont faire très attention et à nouveau savent ce qu'ils font. C'est un peu plus pervers. Oui, ils en ont conscience totalement. Ils ont conscience, mais pour l'avancée sociale et les bénéfices qu'ils pourraient en tirer, n'hésiteront pas à se renier eux-mêmes. C'est du travestissement. Baissage de froc, pour le dire. Alors vous vous en prenez vertement à l'éducation, vous dites que l'éducation française donne des adultes faibles et vous vous en prenez spécialement aux écoles de commerce en France, vous dites elles sont l'usine de fabrication de l'extrême centre français cultivé malléable. Qu'est-ce qu'on y apprend au juste dans ces écoles pour devenir comme ça? Alors les écoles de commerce Vous y êtes passé? J'y suis passé, donc ce sont en général de très bonnes institutions où l'éducation est de qualité, mais dans une grande quantité d'entre elles, je ne vais pas généraliser, je ne les ai pas toutes faites, dans une grande quantité d'entre elles, elles ont été conçues, pour leur grande majorité, pour être l'exact opposé des universités, qui sont vraiment en fait des camps de rééducation communiste pour bolchevique 2.0. Donc comment on fait? On prend les élèves et on leur apprend la mondialisation, les bienfaits du commerce international, les bienfaits de la coopération. Tout ça, c'est très beau sur le papier. Dans les écoles de commerce, on forme le parfait petit capitaliste et à la fac, on forme un parfait petit communiste. Alors, je grossis le trait. Naturellement, si vous allez en fac de sciences, entendu que la sociologie n'est pas une science, si vous allez étudier une vraie science comme la biologie, vous n'avez pas le temps pour les fadaises du communisme. Si vous êtes dans une fausse science comme la sociologie, c'est juste du communisme 2.0 qui se fait passer pour de la science. Dans les écoles de commerce, lentement mais sûrement, dans la plupart, on nous instille les valeurs de l'extrême centre, en fait. C'est du capitalisme mondialiste. On n'est pas sur le capitalisme à l'ancienne avec une certaine dose de patriotisme. Ainsi, quand j'étais en prépa, mes professeurs, c'était la réélection de George W. Bush contre John Kerry, et nous étions encouragés à favoriser Kerry dans toutes les situations qui étaient pourtant démocrates. Parce que George Bush était considéré comme étant un patriote. Il avait signé le Patriot Act, et c'était le pire crime qui soit. La guerre en Irak était un élément de détail par rapport à son vrai crime, le protectionnisme. Donc c'est de là que vient ce constat à pondérer, puisque j'ai appris assez récemment que les jeunesses du RN et celles de Reconquête y font leur nid, ce qui est vu d'un très mauvais œil par la direction, mais ils ne réussissent pas à lutter contre. Donc on est en droit d'espérer que le sursaut de la jeunesse arrive et rentrera même dans ces institutions. Et d'ailleurs, vous renvoyez dos à dos le capitalisme et le communisme. Pour vous, Davos, Staline, c'est le même combat. Alors, je conçois que dit comme ça peut paraître surprenant. C'est la parole d'un Français, en tout cas la vôtre. Oui. Ma vision des choses est que le capitalisme, c'est le communisme des riches. Le communisme, c'est le capitalisme des pauvres. Au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a une élite qui est économique et politique, en tout cas les lignes sont très floues, qui vont
accumuler toutes les richesses et en tirer une autorité sur l'ensemble de la population. C'est ce qui se passe en Amérique. Le président Trump en a fait une plaisanterie. Lorsque le président Macron a voulu imposer les GAFAM, ça n'était pas attaquer les intérêts américains. Mais ils sont allés pleurer auprès du président Trump qui a appelé M. Macron et qui l'a fait annuler sa loi en moins de 20 minutes. Il en a fait tout un speech pour se moquer de lui. Parce que ils sont puissants à ce point-là. Et c'est eux qui font et défont les dirigeants. Donc, on arrive en fait avec des mots-clés différents, on arrive à la même histoire et au même résultat. Alors vous évoquez aussi dans votre ouvrage, je rappelle le titre, Dans le placard, Benjamin Brizard, l'esprit canal qui faisait quand même rire la plupart des Français. C'était dans les années 80-90 avec ce célèbre talk show Nulle part ailleurs, animé par Philippe Gildès. Vous dites que contrairement à ces années-là, les années 80, aujourd'hui les gens de gauche ne savent plus faire rire. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Il y a eu deux paradoxes. La gauche a pris trop de pouvoir. Elle ne sait pas quoi en faire. Elle a un jouet en cristal entre les mains et le simple fait d'actionner un des petits mécanismes risque de tout casser. Donc ils ont tellement rajouté de pièces dans ce Lego de briques et de broc qu'il est trop fragile. On ne peut pas sortir de ce schéma. Et paradoxalement, lorsqu'ils ont perdu le pouvoir avec l'élection de Trump, qui a créé vraiment une déferlante sur le monde de wokisme, d'ultra-gauche, alors que jusqu'à ce moment-là, ça restait assez feutré, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en plus, ils étaient un colosse au pied d'argile. Donc que tout ça était très fragile, que tout le monde se rend compte qu'ils ne sont que fallacies, qu'ils ne sont que mensonges, et que leur rhétorique ne tient pas la route. Donc on en arrive à ce point où ils sont obligés maintenant de défendre avec violence les idées, puisque ce qu'elle a toujours fait, la gauche a toujours pris le pouvoir par la violence, même en France. Il ne faut pas oublier la façon dont ils se sont comportés après la libération, poser des bombes et les assassinats politiques à tour de bras. C'est ce qui se passe chaque fois que leur pouvoir est en danger. Leur pouvoir est en danger aujourd'hui. Donc, ils prennent le pouvoir en faisant rire, en nous faisant relativiser, en nous faisant rire de nous. C'est très efficace. Mais une fois qu'ils y sont au pouvoir et que ce pouvoir est en danger, ce n'est plus le moment de rire. Un des exemples que je citerai, ça pourrait sembler parfaitement anodin. Il y a récemment eu un jeu vidéo qui est sorti. Ce jeu vidéo a été censuré après que l'éditeur ait promis qu'il ne soit pas censuré. Donc, un YouTuber américain a lancé une pétition pour que la censure soit ôtée. Jusque-là, je me demande même pourquoi j'en parle. Ce YouTuber a été soutenu par un deuxième YouTuber. C'est le plus gros YouTuber américain. Donc, Asmongold, et la pétition a été lancée par Grums. Donc, on est sur des personnes qui ont des millions et des millions de followers. Leur tête a été mise à prix par un gauchiste à visage découvert. Il y a eu jusqu'à 50-80 000 $ offerts par un YouTuber américain qui donnait son nom pour leur meurtre. Ni plus ni moins, parce qu'il demandait qu'un jeu soit décensuré. Donc, la guerre de la culture, la gauche la livre toujours d'une certaine façon. Quand la droite dit quelque chose, c'est anodin, vous êtes jamais content, vous râlez, vous exagérez. Par contre, lorsqu'ils perdent du terrain, le meurtre reste toujours une solution. Et c'est là qu'on est aujourd'hui. Pour terminer, peut-être une question un peu double. Vous qualifiez in fine le camp de la droite de camp de la défaite. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour sortir la droite de sa défaite, tout en disant que rien de bon n'arrivera par les urnes? Alors, c'est une question double. Tout d'abord, la droite est ce que je qualifie de camp de la défaite, parce que la droite ne s'assume pas.
Julien Rochdy disait très récemment, à très juste titre, que ça n'est pas normal. La droite devrait s'assumer. Jacques Chirac disait, dans un de ses discours, qu'il n'avait pas de leçon à recevoir d'une gauche dégénérée et décadente. À nouveau, il le disait à très juste titre. Mais la droite, l'homme de droite ne s'assume pas. Parce qu'on lui a fait entrer dans l'esprit qu'il avait tort d'être de droite, qu'il était seul, qu'il était isolé, que ses idées étaient marginales et condamnables. Ça a très bien marché jusqu'à ce qu'Internet arrive et que grâce à l'anonymat, les discussions sur les forums puissent amener les gens à se rendre compte qu'en fait, pas du tout. Ils ne sont ni minoritaires, ni isolés, ni marginaux. Donc il faut que, tant les nouvelles générations le font, mais que les anciennes générations aussi, qui sont censées être des modèles pour les jeunes, portent ce message, un peu portent leurs attributs, osent se tenir droit, osent ne pas baisser la tête quand on leur dit « vous êtes fasciste », oui, et alors fassent quelque chose se rappellent comment un homme est censé agir comme étant un homme. Et avec ça, on arrêtera d'être le camp de la loose. Maintenant, quand je dis « rien n'arrivera par les urnes », il faut aussi, c'est une réponse à donner en 2 temps. Le système a été implanté et développé pour s'assurer que la droite n'arrive pas au pouvoir. C'est pour ça qu'on a des élections en 2 tours, pour qu'on puisse magouiller entre copains, pour s'assurer qu'on se sauve au dernier moment. C'est comme ça qu'on arrive à des situations absolument aberrantes, avec Mélenchon qui appelle à voter Macron au 2e tour. C'est assez extraordinaire. La première fois, il avait appelé à faire ce que vous voulez, et on se rappelle de la façon dont il avait été traité. J'ai pas souvent soutenu Mélenchon, mais ce jour-là, je me suis dit quand même, mais moi je trouve que ça se fait pas. Ensuite, en regardant ce qui est arrivé à Trump, il y a un état profond, pas seulement en Amérique, en France aussi. Imaginons que Éric Zemmour arrivait au pouvoir. Donc on est sur quelqu'un qui a une ligne qui se veut plus extrême, entre guillemets, que celle de Bardella. Qu'est-ce qu'il pourrait faire concrètement ? Chaque fois qu'il fait une loi, il va falloir qu'il se batte avec l'Union européenne. Et avant même qu'il se batte avec l'Union européenne, il y a sa haute administration. Il y a le Conseil constitutionnel qui va passer derrière. Il va falloir que les juges les appliquent, les lois. Donc, pour cela, je dis que rien n'arrivera par les urnes, parce que tout seul, ça ne changera rien. Maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'il faut entièrement s'en désintéresser ? Je ne pense pas. Parce que malheureusement, c'est le seul jeu qu'on ait. Et que, ne serait-ce que pour signifier notre mépris à une classe politique qui ne nous respecte pas davantage, je ne vois pas pourquoi se priver d'envoyer un message de désapprobation à chaque fois que l'occasion se présente. Benjamin Brizard, votre ouvrage s'appelle « Dans le placard, le fort intérieur de la droite », mis à nu par la droite, que je recommande à tous nos téléspectateurs et qui pourront retrouver sur la boutique de TVL. On a un invité assez sérieux et posé, mais je vous assure qu'on rit beaucoup. Merci à vous, Benjamin Brizard. Merci beaucoup.